Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de la propreté. Il y a tellement de bouquins sur ce sujet et tout le monde a son opinion, mais je vais tenter de présenter un maximum d'idées pour que tout ça soit un peu plus clair. Donc, avant de commencer à parler des méthodes qu'on nous suggère pour mettre son enfant sur le pot, je veux d'abord mentionner que ce qui influence avant tout l'apprentissage de la propreté relève de considérations culturelles. Donc en commençant dès le plus jeune âge, il y a la méthode qui consiste essentiellement à surveiller et lire les signaux d'un bébé qui indiquent qu'il a besoin de faire pipi ou caca et à le mettre sur le pot ou aux toilettes à ce moment-là, et aussi à intervalles réguliers même quand il montre qu'il n'est pas prêt et on siffle ou on fait un genre de bruit pour lui montrer qu'il faut se vider. Cette approche est bien entendu plus courante dans les pays où l'interdépendance est plutôt valorisée, donc comme dans beaucoup de pays en Asie par exemple. Ce qu'il faut noter, c'est que ça se fait quand le bébé est très jeune. Tous les bébés sont alors complètement propres sans couche avant 24 mois, ce qui peut paraître très surprenant d'un point de vue occidental. Si on regarde par exemple aussi certaines tribus dans le monde, leur approche est complètement différente de la nôtre. C'est la responsabilité des parents de reconnaître le besoin de se vider et donc de répondre à ce besoin. Par contre, dans les cultures occidentales, la responsabilité en incombe à l'enfant qui doit lui indiquer qu'il a besoin de faire pipi ou autre et d'aller aux toilettes et de se déshabiller et de se nettoyer. Donc ce n'est pas une surprise non plus de comprendre que l'apprentissage de la propreté se fait beaucoup plus tôt dans des milieux ruraux, dans les familles qui utilisent les couches en tissu qu'on lave soi-même, et en général chez les familles qui ont moins de moyens. Si on a raté le créneau des quelques mois d'apprentissage de la propreté comme mentionné un peu plus tôt, qui doit être fait très tôt dans la vie de l'enfant, on a alors 2 choix principaux quant à la manière de procéder. On peut adopter une approche dirigée par les parents dans laquelle on établit une date à laquelle on entraînera l'enfant, et on le fait ce jour-là, et on peut s'attendre à des résultats le même jour ou certainement dans la même semaine. Ou bien, on peut également surveiller les signes indiquant que l'enfant est prêt à commencer à apprendre à utiliser les toilettes et lui permettre de diriger lui-même le processus. Ces signaux qui montrent qu'il est prêt, comme beaucoup de choses de ce genre, c'est quelque chose qui est culturellement déterminé. L'initiation de l'apprentissage de la propreté se fait en moyenne vers 2 ans, mais ça varie en fonction d'où on vient. Un revenu plus élevé est également associé à un apprentissage plus tardif, et c'est aussi certainement plus tard que ça ne l'était il y a quelques années, disons même il y a 40 ans. Donc il y a un tas de tableaux impressionnants de signaux indiquant qu'un enfant est prêt à commencer l'apprentissage de la propreté. Ça peut inclure la capacité de s'asseoir et de marcher, qui apparaît entre 4 et 28 mois, l'acquisition du contrôle des muscles pelviens, qui apparaît entre 9 et 24 mois, et être capable de répondre à des instructions ou des directives simples qui apparaît entre 9 et 26 mois. Et dans toutes les recherches ou livres sur l'apprentissage de la propreté, on souligne l'importance d'être prêt, mais on nous indique pas le nombre de signes qui doivent être présents pour que l'enfant aille sur le pot, quels signes sont plus importants que d'autres pour juger si l'enfant est prêt. Et comme on le sait, chaque enfant est différent, donc pour chaque signal, il y a toute une marge d'âge pour laquelle le signal doit apparaître. Bon, tout ça, ça nous donne donc quelques indications sur quand on pourrait commencer à penser à l'apprentissage de la propreté. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Bon, il semble qu'il existe fondamentalement deux approches, et certains parents tentent de trouver un juste milieu dans tout ça. Donc une approche semble considérer l'apprentissage de la propreté, et je cite Magda Gerber là, comme le processus consistant à uriner et déféquer dans les toilettes. Donc, les parents qui envisagent la propreté de cette manière feront tout ce qu'il faut pour que l'enfant fasse pipi et caca aux toilettes et ils utilisent généralement les récompenses pour y parvenir. Pour les plus fermes,
ou les parents assez durs, on peut même utiliser une forme de punition si on n'arrive pas, par exemple, à se retenir, et comme peut-être devoir même nettoyer le sol, là où on a fait pipi, ou aller sur le pot, même si le besoin n'y est pas. Donc c'est clair que cette méthode, elle n'est pas faite pour les sentimentaux, parce que l'enfant devra forcément passer par des moments difficiles avant d'être complètement propre. Votre réussite est probablement liée à votre capacité d'accepter qu'il y aura inévitablement des crises de colère et de pleurs quand vous mettez votre enfant sur le pot pour être puni. Si vous arrivez à rester ferme pendant toute la période d'apprentissage, il y a de bonnes chances que vous réussissez, sinon pas vraiment. Si vous pensez qu'une approche aussi stricte n'est pas pour vous, peut-être qu'une solution intermédiaire serait une meilleure solution. Quelque chose qui fait encore largement appel aux récompenses, mais peut-être un peu moins aux punitions. Je vais mentionner tout ce que ça peut comprendre. Ça veut en aucun cas dire que je suis d'accord avec ce genre de méthode. J'espère que j'ai été assez claire sur ce point. Je veux juste énumérer toutes les possibilités qui sont à votre disposition. Alors, sur cette méthode, peut-être que votre enfant adore les autocollants, donc vous pouvez aller chercher des autocollants sympas. Un tableau de récompense peut aider aussi à motiver votre enfant. Écrivez une liste d'accomplissements comme s'asseoir sur le pot, faire pipi sur le pot, caca, se déshabiller, se laver les mains, et à chaque fois que votre enfant accomplit une de ces activités, il reçoit une étoile, on lui dessine un smiley sur la main, ou il reçoit son autocollant préféré. Donnez à votre enfant un tas de compliments et félicitez-le, ne serait-ce que pour s'être assis sur le pot. La première fois qu'il fait pipi ou caca sur le pot, applaudissez, embrassez-le et offrez-lui quelque chose de vraiment particulier. Je rigole parce que honnêtement, c'est hyper difficile pour moi d'énumérer cette liste de trucs à faire pour encourager son enfant à devenir propre. Il y a tellement de recherches qui expliquent clairement que les éloges et les récompenses inhibent la motivation intrinsèque. On sait que les récompenses, tout comme les punitions d'ailleurs, disent essentiellement à l'enfant « Je vais te montrer que je t'aime tant que tu fais pipi sur le pot ». Donc on les couvre d'affection pour avoir fait quelque chose corporel naturel, et on supprime la motivation intrinsèque de l'enfant à faire une activité normale, et on la remplace par une motivation extérieure de notre amour, et peut-être aussi quelques autocollants en plus. Les parents utilisent généralement une approche d'apprentissage dirigée par les parents parce qu'ils souhaitent commencer avant que leur enfant ne montre des signes qu'il est prêt. Des fois, ça peut être tout simplement parce que la garderie ou la maternelle impose que l'enfant soit propre à partir d'un certain âge. C'est notre cas ici, où les enfants qui commencent à la petite maternelle, donc entre 2 et 3 ans, doivent être sans couche. En Suède, par contre, j'ai jamais entendu qu'un enfant doit être propre pour être admis dans un établissement. Et donc parfois, vous avez simplement pas d'option. Donc si vous devez apprendre à devenir propre avant que l'enfant n'indique qu'il est prêt, les récompenses, avec quelques punitions si vous le jugez nécessaire, sont un moyen d'y parvenir. À l'autre extrémité du spectre de la méthode stricte, et même assez loin des méthodes d'autocollants et d'éloges, se trouve l'approche promue par Magda Gerber. Donc en gros, on peut résumer cette approche par attendre que l'enfant soit prêt. Ce sur quoi toutes ces méthodes, en fait, sont d'accord, c'est que l'enfant doit être prêt. En fait, de 3 manières. Avant de commencer à apprendre la propreté, l'enfant doit être physiquement prêt. Il doit avoir le contrôle musculaire nécessaire pour retenir physiquement son pipi lorsqu'il doit aller aux toilettes. Il doit être prêt sur le plan cognitif, ce qui signifie qu'il doit comprendre ce que signifie d'utiliser le pot ou les toilettes. Et il doit être prêt émotionnellement, ce qui signifie qu'il doit être prêt et disposé à utiliser le pot et avoir confiance qu'il peut le faire. Donc en fait, ce que je comprends pas dans les conseils autoritaires punitifs, c'est que si l'enfant est physiquement, cognitivement et émotionnellement prêt à utiliser les toilettes, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on l'entraîne ? S'ils sont vraiment prêts, est-ce qu'ils ne s'entraîneraient-ils pas simplement par eux-mêmes ? Il me semble que ce qui se passe réellement, c'est que les parents peuvent reconnaître quand leur enfant est physiquement et cognitivement prêt et peuvent utiliser les techniques de ce genre de livres qu'on nous suggère pour dire bon, il est peut-être pas prêt émotionnellement à utiliser le pot, alors je vais utiliser des autocollants et des éloges et des câlins pour le préparer émotionnellement. Et c'est là que nous arrivons au cœur du débat culturel sur cette question de l'apprentissage de la propreté.
Croyons-nous que nous avons le droit d'exercer notre volonté sur nos enfants, ou croyons-nous que nos enfants devraient nous faire savoir quand ils sont prêts à faire les choses et ne pas les faire avant? Donc si vous avez commencé l'apprentissage de la propreté et qu'il s'avère que c'est assez difficile, je suggère d'attendre un moment calme et de demander à votre enfant qu'est-ce qui se passe. Ils sont tout à fait capables de nous répondre, même à 2 ans, et si on fait vraiment attention à notre enfant et qu'on l'observe, on peut comprendre pourquoi. Si vous n'avez pas encore commencé l'apprentissage et que vous cherchez des informations pour commencer, si vous êtes intéressé par les approches les plus strictes, alors je vous dis pourquoi pas, c'est votre choix, et puis bon courage. Parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, ça peut être assez difficile, même si ça risque d'être heureusement assez rapide et court. Chez nous, on a utilisé, surprise, une approche beaucoup plus dirigée vers les enfants. Je crois qu'on avait acheté un pot vers les 1 an de ma fille, et il était dans la salle de bain prêt à sa disposition. Vers 18 mois déjà, elle s'intéressait pas mal, et puis de temps en temps, on s'asseyait sur le pot. Rarement elle faisait pipi. Nous avons également commencé à lui suggérer de retirer la couche de temps à autre à la maison et d'aller au pot, et la plupart du temps au début elle disait non, mais parfois elle disait oui, et avec le temps il y a eu plus de oui et moins de non. C'était aussi assez évident quand elle faisait caca dans sa couche à ce moment-là, parce que si on était à la maison, elle se cachait derrière le canapé. Donc on lui avait toujours proposé le pot immédiatement, mais là elle refusait. Elle faisait caca dans la couche et puis après elle demandait d'être changée. À 2 ans, donc juste après l'arrivée de son petit frère, on a eu un petit incident. Ils sont nés en juillet, donc il fait assez beau et chaud, et donc l'occasion vraiment de retirer la couche à la maison et d'être à l'air. Et pas de souci, elle sait que le pot est à sa disposition si elle a besoin de faire pipi. J'étais occupée à changer son petit frère quand elle a commencé à me dire que, complètement paniquée, qu'elle devait aller au pot. Je lui ai dit, assieds-toi, il est juste là, et je t'aide une fois que j'ai fini avec ton petit frère. Sauf que c'était pas seulement pipi, et elle a regardé le pot, et elle a complètement paniqué, commencé à pleurer très fort. Et ça l'a vraiment bouleversée. Après ça, elle a refusé d'utiliser le pot complètement pendant plusieurs mois. Puis, vers ses 2 ans et demi, la crèche nous a suggéré de commencer l'apprentissage. Et en fait, leur méthode, c'est assez similaire à ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'ils mettent l'enfant sur les toilettes toutes les 2 heures, peu importe s'il a envie d'y aller ou pas. Et on demande bien évidemment de faire la même chose à la maison, comme ça il n'y a pas de confusion et que l'école et la maison, ils soient alignés dans leur méthode. Je leur ai dit que je ne souhaitais pas commencer, que je ne pensais pas que ma fille soit émotionnellement prête, et donc je ne souhaitais pas la forcer. Et puis ils ont tout à fait respecté ce que j'ai dit, et par contre on m'a clairement rappelé que pour la rentrée, donc à la petite maternelle, elle devra être propre, c'est-à-dire sans couche. Donc pendant les 3 mois suivants, j'ai discuté souvent avec ma fille de l'intérêt du pot, qu'elle peut tout à fait utiliser les toilettes aussi avec le nouveau siège qu'on a acheté et le tabouret sous les pieds. Et je lui ai clairement expliqué que l'été est arrivé, elle aurait plus le choix, et donc je lui ai laissé le temps de se préparer psychologiquement à l'échéance. Un autre truc, j'ai acheté un pot pliable que j'ai tout le temps avec moi dans mon sac à main, l'accessoire. Donc s'il y a besoin, et elle peut l'utiliser à n'importe quel moment où elle veut, et que du coup il n'y a pas de panique vraiment et pas d'accident. Peu importe où on est, que ce soit à l'arrêt de bus ou à n'importe quel parc, où je peux sortir le pot, mettre un plastique, bon c'est pas très écolo, mais et puis elle peut se vider de cette manière et rester propre, ne pas souiller ses vêtements. Donc pour moi, mon expérience avec l'apprentissage de la propreté est que c'était plutôt rien de spécial vraiment. En gros, tout s'est passé plutôt naturellement. Hormis le coup de pression de la crèche, mais j'ai eu tout l'été avec ma fille qui a pu s'entraîner elle-même et j'étais à sa disposition tout le temps pour l'aider. Et puis depuis ces 3 ans, il y a eu très peu d'accidents. Dans l'ensemble, tout ça s'est déroulé sans stress et ça a été fait sans une seule récompense ou punition, ni même un bravo quand elle disait j'ai fait pipi dans le pot. Je réponds simplement oui, tu as fait pipi. Il me semble vraiment pas nécessaire de dire autre chose. L'approche dirigée par l'enfant est associée à un apprentissage tardif. Donc si ça vous préoccupe pour des raisons médicales, ce qui est possible aussi, de maternelle ou autre raison, c'est possible que ça ne vous convienne pas.
Mais si ces choses ne posent pas de problème, alors je vous recommande fortement de commencer par acheter un pot, d'en parler avec votre enfant et de le laisser vous guider à partir de là. Je ne peux pas vous dire que votre propre parcours d'apprentissage de la propreté sera comme la nôtre. Ça pourrait être plus difficile ou même plus facile parce que tous les enfants sont différents. Je sais bien que pour mon fils, ça se déroule déjà bien différemment et il a maintenant 2 ans et demi. Mais si vous utilisez l'approche dirigée par l'enfant, l'apprentissage de la propreté sera au pire un événement neutre dans la vie de votre enfant et au mieux quelque chose qui améliore votre relation avec votre enfant. Il apprend que vous êtes prêt à l'aider et à le soutenir pour commencer cette activité associée au fait de grandir, mais que vous êtes prêt à le laisser prendre les devants et vous dire comment ça va réellement se passer. Parce qu'à mesure que nos enfants grandissent, ne voulons-nous pas qu'ils sachent que nous sommes là pour les soutenir alors qu'ils utilisent ce qu'ils ont appris pour vivre leur propre vie? Et si tel est notre objectif, alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Je veux également mentionner que l'apprentissage pour la nuit est différente et que l'enfant passe ses nuits sec et sans accident en général plus tard que ça. Une autre chose, j'ai aussi lu un livre de Steve Hodges, pas trouvé le bouquin en français, c'est un neurologue pédiatrique américain. Et puis après avoir écouté 2 de ses interviews sur des podcasts, et en gros, il explique que les accidents sont pour beaucoup viennent de la constipation et donc de vraiment faire attention à ça. Et que en général, si on force l'enfant à devenir propre avant qu'il soit prêt, il y a de grandes chances de causer des dégâts au niveau intestinal et du coup, il ne pourra pas non plus se retenir pour faire pipi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais je pense qu'il est importante. J'espère que cet épisode a été utile pour ceux d'entre vous qui souhaitent commencer l'apprentissage de la propreté. À bientôt. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.